Cette histoire commença il y a quelques jours. Un jeune gamer et youtubeur par la même occasion voulut profiter de la mode du Momo Challenge, mais sans risquer non plus sa vie, car malheureusement pour lui, ce n'était pas un grand courageux. Mais il fit ce qu'il savait faire de mieux, jouer aux jeux vidéo. Il eut alors l'idée de recréer Momo sur un célèbre jeu des années 2000, Spore. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un simple jeu où vous devez passer d'une petite créature qui nage dans la boue au grand voyageur de l'espace. Et le challenge est tout simplement de recréer la vie et de l'imaginer selon notre envie. Le jeune youtubeur décida de lancer la partie et commença un live sur Twitch. Le nom du live était tout simple. Je joue avec Momo sur Spore. Quelques curieux commencèrent à venir, mais vu qu'il recommença la partie du début, peu de viewers restèrent pour regarder la suite. Une vingtaine de minutes plus tard, Momo était fait. Il se promenait librement sur la map avec lui. Pour ce live, il enregistra son plus gros record. Plus de 20 000 personnes étaient là, à regarder Momo se promenant sur cette étrange planète, et qui décima toute la population des autres créatures qui vivaient avec lui. Ce jeu donnait un côté encore plus creepy à la légende de Momo. À la fin du live, le youtubeur remercia tous les visiteurs et promit une autre vidéo tout aussi excitante que celle-ci. Sa chaîne explosa en nombre d'abonnés, et les dons qu'il avait reçus ce soir-là pouvaient lui payer le jeu qu'il rêvait tant en ce moment. Mais c'est là que son cauchemar commença. En allant se coucher le soir, il rêva qu'il était sur la planète où il jouait. Le même décor, des arbres qui ne veulent trop rien dire, une herbe orange et un ciel légèrement bleuâtre. Il se promena tout seul pendant un moment. Puis il remarqua au loin la silhouette de Momo, qu'il l'observa depuis un arbre. Il fut énormément surpris de le voir. Il eut une énorme angoisse et voulut partir au plus vite. Sous le choc, il se réveilla en pleine nuit et remarqua que cela n'était qu'un rêve. Il mit cela sur la faute de son live. Il devait y avoir trop pensé, ou était-il encore trop excité du nombre d'abonnés qu'il venait de gagner. Peu importe, de toute façon il était plus de 4 heures du matin et il n'avait vraiment plus sommeil. Il commença donc sa journée encore plus tôt que d'habitude, mais il ne cessa de se questionner de comment il avait pu faire un cauchemar aussi réaliste. La nuit suivante se passait exactement de la même façon. Il alla se coucher mais sans streamer cette fois-ci. Il n'avait pas spécialement envie de refaire ce rêve. Il voulait se reposer l'esprit, mais il refit exactement le même rêve. Il se retrouva sur la même planète et reprit instinctivement le même itinéraire. Mais comme pour la première fois, Momo était là, caché au loin derrière un arbre. Cette fois-ci, il se souvenu que ce n'était qu'un rêve. Il décida donc de faire demi-tour et d'ignorer sa présence. Il continua donc à se promener sur cette planète. Il avait tellement fait de parties sur ce jeu, et pour une fois, il avait la chance de pouvoir la visiter en vrai. Enfin, en vrai est un bien grand mot. Les graphismes étaient exactement comme dans le jeu. Après tout, l'esprit humain est très fort, mais il a quand même du mal à imaginer ce qu'il n'a jamais vu. Il entendit une branche casser derrière lui. Quand il se retourna, Momo était là. Il s'était beaucoup rapproché et ne se cachait même plus. Il restait là à le regarder fixement, comme s'il l'observait, afin d'attendre un moment propice, pour Dieu sait quelle raison. Le jeune homme se réveilla d'un coup comme la nuit précédente, et comme la nuit précédente, il se réveilla à 4h30 du matin. Il décida de ne pas dormir, et termina sa soirée sur les jeux vidéo, afin de se changer les idées. Il n'avait pas spécialement envie d'aller se coucher le lendemain, mais le soir venu, il n'avait pas le choix. Lui aussi avait une vie à part les jeux vidéo, et il devait bien dormir, afin de la faire normalement. Et puis il se dit que 3 fois de suite, c'était quand même impossible. Mais cela arriva quand même. Le même scénario. Il marcha dans le monde,
Momo était là, derrière un arbre, et comme l'autre fois, il l'ignora complètement. Il continua à avancer, et entendit le fameux craquement. Il ne lui daignit même pas un regard. Il continua à avancer, et il se mit en tête de vouloir visiter une petite montagne qui était non loin d'ici. Quand il arriva au pied de la montagne, il chercha un petit chemin pour pouvoir y grimper. Il le vit de loin, et il décida de continuer son chemin. Quand Momo se mit devant lui, et le regarda fixement dans les yeux. Il ne lui fit pas spécialement peur sur le coup, mais il ressentit un stress qu'il ne put expliquer, et cela le sorta de son sommeil, pour finir encore à la même heure, 4h30. Le lendemain, il fit tout pour essayer de ne pas y penser, afin de peut-être passer une bonne nuit. Il fit toutes les activités possibles et imaginables en une seule journée. 2-3 jeux vidéo différents, une séance de sport. Il aida même sa mère à faire la cuisine. Tout était bon afin de se changer les idées, et de ne plus avoir cette ignoble créature dans la tête. Mais le soir venu, cela ne fonctionna pas. Le rêve recommença encore, et il continua encore un peu plus loin. Momo ne se mit pas devant lui à ce moment-là, et le jeune continua son chemin, et commença à monter dans la montagne qu'il voulait visiter. Cela lui prit plusieurs minutes afin d'escalader le sommet, et d'avoir l'une des plus belles vues sur la map. Bien sûr, Momo était encore derrière lui, mais il ne profita pas de la vue. Il restait là à le fixer, de ses grands yeux vides d'expression. Il se douta qu'il allait bientôt se réveiller. Il jeta donc un dernier coup d'œil sur la montagne, et y aperçut une grotte. Étrange, dit-il. Il n'avait aucun souvenir de cette grotte dans le jeu. Pourtant, il avait souvent monté sur cette montagne, afin d'avoir une bonne vision d'ensemble de la map. Il voulut donc l'explorer, mais malheureusement il se réveilla avant. Cette fois-ci, il ne voulait pas se changer les idées. Au contraire, il n'arrêtait pas d'y penser. Est-ce que cette grotte existait réellement dans le jeu? Avait-il passé devant une fois, et avait-il remis sa visite au lendemain? Dans le doute, il relança la partie. Pas le temps de recommencer une autre partie. Il était bien trop curieux pour savoir si oui ou non il l'avait imaginé. Il utilisa donc sa créature Momo, afin de visiter la map et d'escalader la montagne à la recherche de cette fameuse grotte. Et finalement, la grotte était bien présente. Tout aussi confus et surpris de la découverte, il décida de l'explorer. Elle n'avait rien d'exceptionnel. Une simple grande grotte, grande et profonde. On y voyait très peu, mais au bout de plusieurs minutes de marche, il arriva tout à la fin, et y découvrit sur le mur, écrit en rouge, une seule phrase, qui lui dit « Attends-moi ce soir ». Dans la confusion, il préféra éteindre sa partie. De toute façon, il ne voulait pas avancer trop loin, sans que ses nouveaux abonnés ne puissent le voir. Cela aurait été dommage pour eux, et surtout pour ses prochaines vidéos. Il arrêta donc là, et sauvegarda dans la grotte. Il était malheureusement trop tard pour lancer un nouveau live. Il décida donc de lancer une pub, afin de prévenir ses abonnés que le lendemain un nouveau live serait lancé. Tout excité à l'idée de pouvoir montrer quelque chose qui était complètement hors du commun dans ce jeu, il alla se coucher avec une très grande joie à l'idée de pouvoir montrer quelque chose d'unique. Il ne pensa pas un seul instant que le message lui était directement adressé, mais pourtant il aurait dû. Ce dernier soir, il recommença une dernière fois le parcours, jusqu'à arriver à la fameuse grotte, exactement la même que dans le jeu. Momo était bien sûr à côté de lui, et ils entrèrent tous les deux en même temps dans la grotte. L'ambiance n'était pas pareille que dans le jeu. La petite musique traditionnelle de sport n'était pas là pour l'accompagner, et l'absence de sa tribu autour de lui, qui lui donnait toujours un minimum de sécurité contre les autres habitants de la planète, le mit encore plus mal à l'aise. Il arriva tout au fond de la grotte, et y découvrit un autre message. Momo se mit devant, et le lisa à voix haute, tout en le regardant. « Allez maintenant, réveille-toi, et fais-moi face. » Il se réveilla quasi instantanément, et quand il ouvrit les yeux, Momo était là, debout sur son lit, le regardant droit dans les yeux, et il lui chuchota « Maintenant, c'est à mon tour de jouer avec toi. »
Notre histoire commence il y a quelque temps à peine. Un jeune homme du nom de Robert trouva son premier petit boulot. Bien sûr, il n'en demandait pas des milliers et des cents, mais il avait quand même réussi à se trouver une bonne place dans une entreprise de livraison. Étant très jeune, il se faisait régulièrement charrier par ses collègues plus expérimentés que lui et surtout qui ne le voyaient absolument pas rester ici. Robert avait cependant une autre passion dans la vie, l'architecture. Il était passionné par tout ce qui était ancien, tous les vieux châteaux, manoirs, tout ce qui avait un rapport avec le passé le fascinait du plus haut point. Un jour, son supérieur voulut lui faire une surprise. Ayant eu vent de sa passion, il décida de lui faire une livraison dans le plus chic manoir qu'il y avait dans la région. Robert était tout excité. Oui, il connaissait cet endroit. Et oui, il avait toujours rêvé de pouvoir le visiter. Même si cela n'était que pour un petit colis, il était quand même très heureux de pouvoir y aller. Mais Robert est quand même quelqu'un de très patient. Il décida de faire cette livraison en dernier, afin de se garder le meilleur pour la fin. Il passa donc toute sa journée à faire les petites livraisons partout dans son secteur, en ne pensant qu'à une seule chose, visiter ce fameux manoir. Puis en fin d'après-midi, c'était enfin au tour du manoir d'être livré. Seulement Robert avait oublié un petit détail en planifiant son itinéraire. Il se trouvait maintenant à l'opposé de sa zone de livraison. Il en avait facilement pour 1 heure afin de se rendre au manoir. Vu l'heure tardive et la nuit qui tombe tôt en cette saison, il décida donc de se dépêcher. Il n'avait pas spécialement envie de rentrer seul la nuit, pas que cela le dérangeait. S'il avait de quelconques problèmes avec le véhicule, sa place aurait sauté à coup sûr. Le chemin fait d'une traite, Robert entra dans le domaine. Il se souvenu qu'avant d'y accéder, il avait 200 mètres à faire dans des petits bois privés. Il se souvenu aussi des plaisanteries que ses collègues lui avaient fait la veille, lui disant que ces bois étaient hantés et qu'aucun livreur ne voulait y aller. Bien sûr, il ne les prenait pas du tout au sérieux. Il pensait que cela n'était qu'un bisoutage, qui certes durait depuis bien trop longtemps, mais enfin bon, chacun son humour. L'allée se fit sans problème. Robert arriva au manoir, sonna à la porte et le propriétaire lui ouvrit afin de remplir les documents et de réceptionner le colis. Cela ne dura qu'une petite dizaine de minutes, mais suffisamment longtemps pour que Robert fût aux anges et qu'il pût admirer la propriété dans toute sa splendeur. Bien sûr, le propriétaire remarqua son regard indiscret qui était posé aux 4 coins de son domaine. Tout en riant, il lui dit qu'il sera le bienvenu une prochaine fois, s'il voudra visiter sa somptueuse demeure. Robert accepta l'invitation avec plaisir, puis il remonta dans son véhicule de livraison afin de terminer sa journée. Durant le chemin de retour, Robert était tellement pris dans ses pensées qu'il enroula dans un nid de poule sur le chemin de terre qui séparait la grande route au somptueux manoir, et il éclata un pneu. Robert était seul dans les bois et dans la nuit noire. Il n'eut pas peur de l'ambiance autour de lui. Il avait surtout peur de la réaction de son patron. Il avait peur de devoir lui annoncer par téléphone, mais il n'avait pas le choix. C'est ce qu'il commença à faire. Il composa le numéro de sa boîte et expliqua la situation à l'un de ses collègues. Il lui dit que ce n'était pas grave, que ses camions avaient l'habitude de perdre un pneu ou deux de temps en temps, et il lui demanda rapidement s'il savait le changer. Robert répondit que oui, et l'autre termina rapidement la conversation par « Tant mieux pour toi, allez, je te revois tout à l'heure ». Par réflexe, Robert appela le propriétaire du manoir. Son véhicule prenant beaucoup de place sur le chemin de terre, il ne voulait pas qu'une voiture sortant du domaine percute son camion et ne cause encore plus de dégâts. Il appela le propriétaire, mais à peine avait-il eu le temps de lui expliquer la situation que celui-ci lui dit de remonter immédiatement dans son camion et de s'enfermer à l'intérieur. Robert, tout surpris, lui demanda « Mais pourquoi ?» Il lui répondit d'une voix ferme « Faites ce que je vous dis, j'arrive dans 5 minutes. » Il s'enferma alors dans son camion, tout feu allumé afin de pouvoir voir quelque chose, puis il attendit. Les minutes passèrent très lentement, et il trouvait vraiment le temps très long. Mais quelque chose attira son attention. Sur le coup, cela ressemblait à un rire.
mais très éloigné, quelque part, dans les bois, comme si quelque chose était là, mais qu'il ne voulait pas être vu. Mais les rires s'entendaient de plus en plus fort. Il se dit alors que cet homme avait un bien drôle de sens de l'humour, et qu'il ne devait vraiment pas être apprécié par ses collègues. Quand il entendit enfin clairement le rire provenir de sa droite, il essaya de regarder à travers les buissons, mais malheureusement les phares de son camion n'éclairaient que tout droit. Il ne voyait qu'une vague silhouette noire, dépassant régulièrement la tête de derrière un arbre, afin de jeter un petit coup d'œil. Robert prit alors son téléphone et activa la lampe torche afin de voir cette personne qui préférait jouer à cache-cache plutôt que de venir l'aider. C'est là qu'il le vit. Un grand homme, maigre, avec un immense sourire dans le visage et 2 gros yeux, vides d'expression. Il était vêtu d'une grande tenue d'hôpital, mais la propreté de sa tenue indiquait clairement que cela faisait plusieurs jours qu'il traînait dans le coin. Tout en continuant à rire, l'homme demanda à Robert de sortir de son camion afin de venir jouer avec lui dehors. Robert s'éloigna le plus possible de lui et lui hurla de partir. L'homme arriva au niveau du camion et commença à frapper sur la vitre, tout en continuant à dire à Robert afin de venir jouer avec lui dehors. Pétrifié par la terreur, Robert s'imaginait déjà être embarqué par ce fou. Mais l'homme arrêta de frapper sur la vitre et regarda à sa gauche pour y découvrir une voiture fonçant à toute vitesse vers lui. Aussitôt il retourna dans les buissons et courut le plus loin que possible. Robert vit la voiture passer devant lui et se garer au niveau de son camion. Il vit le propriétaire du manoir assis à la place passager de la voiture et ce qu'il semblait être le majordome qui la conduisait. Le propriétaire hurla sur Robert pour qu'il monte avec eux, ce qu'il fit bien sûr sans attendre. Les 3 hommes retournèrent en direction du manoir sans prononcer un seul mot durant le trajet. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur et à l'abri que le propriétaire expliqua à Robert que cet homme était en fait un fou échappé d'asile, un asile psychiatrique construit très récemment et à proximité de sa propriété. Robert remarqua rapidement que le propriétaire était très en colère. Après tous ces agents immobiliers, qu'il y avait dit maintes et maintes fois qu'il n'aurait jamais aucun problème avec les occupants de cet asile. Et maintenant, c'est lui qui se retrouve à réparer les pots cassés. Après une longue conversation de plusieurs heures, le majordome conduit Robert à une chambre qui lui avait été préparée. Bien sûr, pour eux, il était impensable qu'il retourne tout seul dehors. Après tout, personne ne sait où il est encore. Et puis, de toute façon, il manque une roue à son camion. Il y a peu de chances que le fou se sauve avec. Robert eut la chance d'être logé dans l'une des plus belles chambres. Il le prit personnellement comme une excuse, venant de la part du propriétaire, afin de lui pardonner la mésaventure qu'il avait eue avec le fou dans les bois. Bien sûr, cela n'était pas sa faute. Robert passa de longues minutes dans son lit, à cogiter et à y réfléchir sur ce qu'il avait vécu et à comment il allait bien pouvoir expliquer tout ça à son patron. Mais il réussit à s'endormir, en se rassurant en se disant que le propriétaire du manoir allait sûrement plaider en sa faveur. Robert fut réveillé par un bruit sourd de coups à sa fenêtre. Il avait peur de regarder, car il s'en doutait bien de ce qu'il allait y voir. Mais il ne pouvait pas rester là à attendre que les coups n'aient raison de la fenêtre. Il regarda aussi discrètement que possible. Il y découvrit le fou qui était là, en train de frapper sur sa fenêtre. Mais malheureusement pour Robert, le sursaut ne passa pas inaperçu. Et le fou lui sourit de nouveau, en lui criant « Allez, ouvre-moi et viens jouer avec moi ». Robert se mit à hurler à l'aide. Il hurla aussi fort qu'il le pouvait, mais la peur qu'il ressentait à ce moment ne plaidait pas beaucoup en sa faveur. Le fou ne cessa de frapper et de crier, jusqu'à ce qu'il réussit à casser la fenêtre. Il rentra le plus prudemment que possible, afin de ne pas attirer l'attention. Robert était maintenant à la merci du fou, qui se dirigea très lentement vers lui, les bras tendus, prêt à l'attraper. Mais avant que cela n'arrive, la porte de la chambre s'ouvrit dans un grand fracas, et le majordome y entra à toute vitesse. Il braqua un fusil en direction du fou, et lui hurla de reculer. Le fou ne porta même pas attention au majordome, et continuait son chemin vers Robert. Une forte détonation se fit entendre dans la chambre,
qui résonna à travers tout le manoir, et le fou tomba lourdement sur le sol en ne murmurant que quelques mots. Mais moi, je ne voulais qu'un ami pour jouer, alors pourquoi? Un jeune homme qui venait d'arriver dans son nouveau logement, enfin, dans sa nouvelle location, fit malheureusement une terrible découverte. Mais laissez-moi vous raconter. Antoine emménagea dans une petite maison en location. Un petit pavillon simple comme il y en a tant. Une décoration intérieure assez moderne, et il eut même le luxe de pouvoir avoir une petite cour privée. Le seul souci avec cette maison était qu'il y avait une petite odeur dans les chambres de l'étage. Les premiers jours, cela n'était pas spécialement dérangeant. Antoine n'y porta pas attention. Mais plus les jours passaient, et plus cette odeur étrange commençait à devenir de plus en plus insoutenable. Bien sûr, Antoine en fit part au propriétaire, mais qui n'en avait que faire de la situation de son locataire. Comme beaucoup de propriétaires sans scrupules, il n'était là que pour ramasser de l'argent et laissant Antoine se débrouiller par ses propres moyens. Au bout de plusieurs jours, Antoine n'en pouvait plus de cette situation. Mais il était impossible pour lui de déménager. Il fit donc une grande recherche dans sa maison, afin d'essayer de trouver la source de cette odeur. La source le conduisit rapidement au grenier, une salle qui, d'habitude, n'y entre jamais. Antoine ne s'est jamais senti à l'aise dans un grenier, aussi bien celui-là là, que celui de ses parents. Se savoir dans une salle mal éclairée et très poussiéreuse le mettait très mal à l'aise. Il chercha donc à contre-cœur la source de l'odeur, au milieu de toutes les affaires que l'ancien locataire avait laissées. Il ne savait pas grand-chose de cet homme, juste qu'il était parti précipitamment et qu'il n'avait pas payé ses loyers en retard. Antoine continua à chercher comme ça pendant une bonne trentaine de minutes, quand il fit la rencontre soudaine d'un petit rongeur, qui lui fit faire un bond et pousser un cri de terreur, comme s'il venait de voir la mort elle-même. Antoine retourna en catimini dans son salon et attrapa son portable pour appeler les dératiseurs. Une chance pour lui, il put avoir un rendez-vous dans l'heure qui suivit. Il eut une énorme joie quand il les vit arriver. Il leur expliqua rapidement la situation, que le rat qu'il venait de voir se trouvait dans le grenier. Bien sûr, les exterminateurs pensèrent immédiatement que la source de l'odeur était probablement une colonie de rats. Antoine resta dehors comme cela, le nez plongé dans son téléphone, à s'imaginer déjà vivre dans une maison qui ne sentirait plus le rat crever. Mais au bout de plusieurs minutes, il entendit un énorme cri. Un cri de terreur, comme celui qu'il avait poussé tout à l'heure. Les hommes redescendèrent aussitôt et lui hurlèrent d'appeler la police. Antoine ne comprenait pas pourquoi la police pour des rats, et pourquoi ces hommes avaient-ils si peur. Tout en composant le numéro, Antoine leur demanda pourquoi une telle réaction. Les deux hommes répondirent juste qu'ils avaient trouvé un cadavre dans la cloison du mur, et que cela expliquait probablement l'odeur. La police arriva plusieurs minutes après. Quand il découvrit le corps dans la cloison, ils y découvrirent aussi ses papiers d'identité, dans ce qu'il restait de vêtements presque décomposés et rongés par la vermine. Il s'avérèrent que cet homme était l'ancien locataire qui y avait disparu. Il était recherché par sa famille depuis plusieurs mois maintenant, et n'avait donné aucun signe de vie de lui jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, Antoine aurait pu être rassuré de se dire que ça y est, l'odeur allait enfin partir, mais il préféra retourner chez ses parents, car maintenant il se posait une nouvelle question. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancien locataire et pourquoi était-il caché dans la cloison du grenier? Mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu? Pourquoi me suis-je mis dans cette situation volontairement? Cela fait maintenant plusieurs heures que j'attends dans le tronc de cet arbre. Je n'ose même pas sortir. J'ai bien trop peur de finir de la même façon que mon collègue a fini il y a de ça quelques heures maintenant. Si j'arrive à en sortir, que vais-je bien pouvoir dire à sa femme?
Que vais-je bien pouvoir raconter au monde? Je me demande même si cela ne serait pas plus simple que je reste ici et que cette chose en finisse avec moi. Tout ça commença il y a quelques jours. Plusieurs randonneurs qui faisaient leur promenade habituelle nous avaient rapporté des histoires d'une grande créature maigre, à l'apparence squelettique, à la peau décharnie et aux bandages, par-ci par-là, complètement pourris. Cette créature, dont nous ignorons le nom encore, ferait des bruits de haut-parleurs afin d'attirer les randonneurs vers elle. Parfois, elle imiterait des enfants qui appellent à l'aide, ou parfois elle imiterait le bruit de la police, demandant aux randonneurs de se rendre plus profondément dans les bois. Mais par chance, tous comprennent le canular à temps et décident de faire demi-tour. Moi et mon collègue étant des spécialistes dans ce domaine, nous avons décidé d'enquêter dans les bois afin d'y trouver cette fameuse créature. Nous avons passé plusieurs jours comme ça, à nous promener matin, midi et soir dans toutes les étendues forestières de notre commune. Et bien plus encore, nous n'avons jamais eu la chance de tomber dessus. Enfin, du moins, c'est ce que nous pensions au début. Il y a maintenant quelques heures de cela, alors que nous étions à l'une de nos patrouilles habituelles, nous avons entendu dans le fond de la forêt une très grosse voix nous appeler. Le seul souci que nous avions à ce moment-là était surtout que nous avions l'impression que c'était quelqu'un qui parlait dans un microphone, mais beaucoup trop fort pour être compris. Mais nous savions très bien que ça y est, nous avions trouvé notre créature, et nous étions tout excités à l'idée de la voir. Appareil photo en main, micro d'enregistrement, nous étions prêts. Nous avons couru sans hésiter dans sa direction, sans même réfléchir une seule seconde au danger que nous pourrions risquer en la croisant. Il était presque 2 heures du matin. On ne voyait pas grand-chose devant nous. Nous avons d'abord avancé très rapidement, puis, l'excitation étant partie, nous avons ralenti le pas, avançant prudemment en regardant tout autour de nous. Nous entendîmes une dernière fois le bruit, mais cette fois-ci de façon plus audible. Il nous demandait tout simplement de continuer à avancer droit devant nous. Chacun de ces appels était accompagné d'un son de haut-parleur, comme si cela n'était qu'une banale sirène, comme celle des pompiers ou d'une gendarmerie. Ce genre de sirène que quand on l'entend, on se dit que quelque chose ne va vraiment pas bien. Cela bien sûr aurait dû nous mettre en garde. Il n'a fallu que quelques instants pour que mon collègue en fasse les frais. Nous avons avancé comme ça tout droit, comme nous avait ordonné la voix. Puis nous avons entendu un petit bruit sur la droite. Nous nous sommes retournés quasiment au même moment. C'était mon collègue qui était le plus près de cette créature. Il ne devait être qu'à 1 mètre d'elle. Il n'eut pas la chance de voir ce qui l'attrapa aussi rapidement. Cette immense créature maigre, qui ressemblait exactement aux descriptions qu'on nous avait faites quelques jours plus tôt. Il attrapa mon collègue d'un revers du droit, puis le saisit de ses 2 grandes mains aux longs doigts décharnés. Avec sa main gauche, il tira sur les jambes de mon collègue, tandis qu'avec la main droite, il lui tira sur les bras. Mon collègue hurla de douleur pendant les quelques instants que cela dura. Puis j'entendis un énorme bruit d'os craquer, puis je vis mon collègue se briser en deux. Tout en continuant à hurler, le haut de son corps se vida lentement de ses tripes, tandis que les jambes continua pendant quelques instants à se débattre. Cela devait être sûrement les nerfs, ou l'adrénaline qu'il a dû ressentir juste avant de mourir. Et il le laissa mourir sur le sol, en se vidant lentement de son sang. La créature avança dans ma direction. Le bras droit tendu vers moi, il s'apprêta à m'attraper. Je repris juste à temps mes esprits, puis je courus dans la direction opposée. Je ne sais pas combien de temps exactement j'ai couru comme ça en ligne droite, mais je sais qu'il ne m'a pas lâché une seule seconde. Je connaissais très bien ces bois, et je savais bien que si je voulais avoir une chance de m'en sortir, était de me cacher dans ce vieil arbre
qui vivait dans la partie nord de la forêt. J'arriva près d'un sentier que je connaissais quasiment par cœur. Je profita alors de ma connaissance du terrain pour continuer tout feu éteint. En pleine nuit et sans lumière, j'espérais fort que cette créature ne puisse pas voir aussi bien que moi. Je pense avoir fait le bon choix. Durant les 10 dernières minutes de course, je n'ai plus entendu un seul son de la créature. Il devait visiblement m'avoir perdu. Je suis donc entré le plus rapidement que possible dans le tronc de cet arbre. Puis cela fait maintenant plusieurs heures que j'attends comme ça. À vrai dire, je ne sais pas vraiment ce que j'attends. Maintenant que je suis posé et que j'ai eu le temps d'y réfléchir, je me suis souvenu que la plupart des victimes nous ont dit que la créature avait essayé de les attirer en pleine journée. Donc ce n'est pas la levée du jour qui pourra me réchapper de ce cauchemar. Il fait quasiment jour maintenant. Je vais quand même essayer de rentrer chez moi, afin d'aller reprendre mes esprits, puis j'irai prévenir de la mort de mon collègue. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Comment vais-je pouvoir expliquer ça à tout le monde? Et enfin, je vais d'abord essayer de sortir de cet arbre en vie et quitter cette forêt le plus rapidement possible. Car voyez-vous, il y a quelque chose de très bizarre depuis plusieurs minutes maintenant. D'habitude, une forêt le matin est pleine de vie, des oiseaux, du vent ou autre chose. Mais là, depuis que j'ai commencé à réciter cette mésaventure, je n'entends quasiment plus rien. Plus rien, sauf la voix de mon collègue qui m'appelle encore à l'aide. J'ai toujours été extrêmement fier de ma fille. Non pas parce qu'elle est la plus belle de sa classe, et encore moins une mini-miss, comme on en voit tant. Non, je suis extrêmement fier d'elle, parce qu'elle a toujours été la meilleure dans le domaine de pouvoir choisir ses anciens petits amis. Elle et moi avons établi quelques critères simples. Il doit être grand, au moins 1,80 m, et assez bien bâti au niveau de la musculature. Après, qu'il soit blond, roux ou brun, cela n'a pas d'importance. Et l'âge non plus, même si j'ai une petite préférence pour ceux qui ont le même âge qu'elle, bien sûr. Après, qu'ils soient les premiers de la classe ou de grands sportifs avérés, cela n'a pas d'importance. Tout ce que je demande, c'est qu'ils soient très ouverts d'esprit et qu'ils apprécient autant la nature qu'elle et moi. Quand elle ramène le garçon parfait, je fais toujours tout pour le mettre à l'aise. Il a le droit de venir chez nous aussi souvent qu'il le veut. Mais attention, il a quand même un petit couvre-feu à respecter, bien sûr. Puis au bout d'une semaine, je lui propose de découvrir la salle qui contient notre plus beau trésor à elle et à moi. Ils sont souvent très heureux de voir à quel point je leur fais vite confiance. Et ils s'imaginent déjà être le gendre idéal. Tout le monde aurait envie d'être avec ma fille. Une grande brune, au visage parfait, et avec une silhouette qui pourrait damner un saint. Souvent ils changent d'opinion quand ils apprennent qu'il faut descendre dans la cave de chez nous afin de découvrir cette pièce spéciale. Il y en a même quelques-uns qui ont décidé de ne pas y aller. Mais, croyez-moi, quand ma fille fait le charme des petits yeux papillons, aucun d'entre eux ne dit non définitivement. Je lui fais découvrir la cave qui contient la plus grande collection d'insectes et d'arachnides qu'il doit y avoir dans toute l'Europe. La suite de la journée dépend intégralement du caractère que j'aurai à ce moment-là. Soit je suis de bonne humeur et je peux passer des heures comme ça avec lui, à décrire et à raconter l'histoire de chacune de ces petites bébêtes. Ou soit je suis assez énervé d'une mauvaise journée et je décide d'abréger très rapidement la conversation. À ce moment-là, je lui dirai simplement que moi et ma fille devons remonter à l'étage afin d'aller chercher la nourriture pour les nourrir. Nous sortons donc tous les deux de la pièce et nous verrouillons la porte derrière nous. J'ouvre le volet de la petite fenêtre intégrée sur la porte d'entrée de la cave et elle et moi admirons le spectacle.
La porte du fond de la cave s'ouvrira lentement et laissera sortir la plus belle pièce de notre collection. Voyez-vous, beaucoup pensent que la mygale Goliath est la plus grosse mygale que nous pouvons trouver sur Terre. Mais croyez-moi, qu'il existe une race qui pourrait la faire passer comme un petit moucheron aux yeux de tous. J'adore voir ma magnifique créature attraper sa proie et la voir le dévorer aussi lentement que possible. Tous ces cris de douleur rajoutent un peu de piment à ce magnifique spectacle. Je ne regrette pas que nous ayons choisi d'arrêter de la nourrir avec des chiens. Il n'était pas aussi vivace et aussi énergique que tous ces jeunes garçons. Ma merveille prendra maintenant 2 semaines pour digérer intégralement son repas. Cela laissera le temps à ma fille de lui trouver autre chose à manger. Alors si vous aussi, vous respectez tous les critères, faites attention à ne pas croiser une belle jeune fille aux longs cheveux bruns et à la silhouette parfaite. Car sachez que même si les tarentules sont les plus impressionnantes, en réalité, les plus mortelles qui peuvent exister, ce sont bien sûr les veuves noires et leurs redoutables piqûres en plein cœur. Durant la crise sanitaire du Covid-19, beaucoup d'entreprises en ont profité pour se faire un maximum d'argent, quitte à faire quelques ventes peu légales ou au prix surabusé. Les escroqueries se sont comptées par dizaines, par centaines même. Mais il y en a une qui a dépassé tous les autres. C'était une entreprise dont je préfère taire le nom, qui a dû fermer boutique après que le ministère de la Santé ait eu vent de leurs activités. Ils ont vendu tout le long du confinement et quelques semaines après, des grosses quantités de gel hydroalcoolique. Particuliers ou entreprises, tout était prétexte pour eux pour se faire le plus d'argent. Mais ils ont dû cesser leurs activités suite aux nombreuses plaintes qu'ils ont reçues de la part de leurs clients. D'après eux, le produit avait 2 gros défauts. Il n'était pas aussi efficace qu'ils pensaient l'être et il dégageait une odeur atroce. Très peu des acheteurs réussirent à décrire l'odeur, tellement qu'elle était des plus étranges et des plus insupportables. Après une grosse enquête de la part du ministère de la Santé, cette entreprise, que nous appellerons Entreprise 123, n'a communiqué aucune information sur leur production de gel hydroalcoolique. Ils ont tout simplement jeté leurs recettes et ont fermé boutique par la même occasion. Mais après plusieurs longues recherches, un groupe de journalistes réussit à trouver le secret de cette entreprise. La plus grosse escroquerie de cette entreprise était que leur recette ne soit qu'une recette de banal savon. Un savon fait à l'ancienne, à partir de graisse animale, et avec quelques arômes de fleurs concentrés, afin de diminuer l'odeur, qui était pourtant déjà pestilentielle. Seulement le plus gros détail, celui qui justement a fait étouffer l'affaire au ministère, était la véritable nature de l'entreprise avant que tout cela ne commence. Il n'était ni constructeur de savon, ou ni même éleveur d'animaux. C'était un salon funéraire. Mourir était déjà la chose la plus désagréable qu'on ne peut imaginer. Mais mourir une seconde fois, cela est tout simplement abominable. Le plus horrible est surtout de savoir comment on va mourir et quand exactement. Car oui, officiellement je suis mort. Mort à cause d'une soirée bien trop arrosée. Mort à cause de mon ami qui a assisté pour prendre le volant alors qu'il n'aurait pas dû. Mort dans cette voiture qui n'était vraiment pas prévue pour ramener plusieurs personnes à la fois et surtout les amener tout droit à la morgue. Car oui, c'est là que je me suis réveillé. J'ai dû être déclaré officiellement mort pendant un certain temps. Je n'explique pas comment cela se fait que je me suis réveillé, mais j'ai eu la malchance que cela m'arrive. Beaucoup à ma place pourraient penser directement à un nouveau départ,
une nouvelle vie meilleure, ou plein d'autres belles fantaisies. Seulement, durant mon autopsie, ils ont dû bien s'amuser. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Comment aurait-il pu imaginer que je me serais réveillé? Je ne sens quasiment plus aucune partie de mon corps. Je reste là, allongé sur cette table, avec comme seule possibilité de regarder autour de moi en bougeant légèrement la tête, et en ne murmurant que quelques mots incompréhensibles. Je ne sais pas si cela peut être réparé, mais de toute façon, cette question n'a aucune importance. Je vois à la pendule qu'il est plus de 4 heures du matin. À cette heure, les gens de la morgue ne travaillent pas, bien sûr. Je suis donc là, tout seul. Mais pas totalement seul, malheureusement. J'aurais préféré attendre là dans une grande pièce dans le noir, que les médecins reviennent et qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent afin de réparer les bêtises que je n'explique bien sûr pas. Mais cela fait maintenant 1 heure qu'un chien est rentré dans la morgue. Je ne suis pas un grand professionnel des chiens, mais il semble que celui-ci doit être un labrador ou quelque chose d'aussi gros. Je peux juste vous dire que ce chien est là pour une bonne chose, manger tout ce qui passera à sa portée. Par chance pour moi, plusieurs casiers étaient déjà ouverts et le chien en a profité car il ne bougeait absolument pas et surtout parce qu'ils étaient à sa hauteur. Mais cette sale bête a réellement un appétit d'ogre. Il passe d'un corps à l'autre en dévorant le peu de chair qu'il arrive à trouver ici et là. Et je le vois se rapprocher de plus en plus de moi. Ça sera mon tour d'ici une demi-heure, je pense. À moins qu'il ne me remarque avant. Mais dans tous les cas, jamais personne n'arrivera à l'heure. Voilà donc ce que j'appelle être ma deuxième mort. Après un accident de la route, je vais finir dévoré par un animal qui n'a rien à faire ici. Je n'ai plus qu'à rester là et attendre, en espérant d'une chose. Non pas que quelqu'un arrive pour me sauver, je sais que cela n'arrivera pas, mais que durant mon autopsie, les médecins m'ont aussi coupé la sensation de douleur. J'ai déjà eu assez mal comme ça durant la première mort. Je n'ai vraiment pas envie de payer une deuxième fois pour quelque chose que je ne méritais même pas.